On voit ça dans les cages du jardin zoologique quand on observe le comportement des animaux. J'ai sûrement parcouru des kilomètres dans ces conditions pendant les 9 ou 10 mois de ma détention. Tu n'es pas un criminel, tu as juste usé de ta liberté d'opinion. On te roue de coups, ou alors on t'enferme dans une cave ou dans une cellule, ton sort est réglé. Ils veulent jouir de leur pouvoir. Ils essaient de te pousser à bout. Ils t'enferment aussi longtemps qu'ils le veulent. Ensuite, soit ils te laissent moisir, soit ils t'envoient à l'ouest. Cela m'a fait très mal. J'ai eu le sentiment qu'on m'avait retiré la vie. Ma vie ne m'appartenait plus, elle leur appartenait. Ist Wind geworden. C'est le refrain d'une chanson que j'ai écrite en 1961, c'est-à-dire l'année où le mur a été construit. Les paroles disent « Le mur est là, le vent souffle par-dessus ». Cela paraît bien inoffensif, mais sur le plan politique, c'était une aberration. Car officiellement, il fallait dire en RDA « Rempart de protection antifasciste ». Mais comment peut-on chanter un truc pareil? Les gens se seraient tordus de rire, ou cela les aurait répugnés. J'ai donc écrit « Le mur est là, le vent souffle par-dessus », et cela suffisait déjà à l'époque pour interdire une chanson pareille. Biermann quitta l'Allemagne de l'Ouest pour la RDA en 1953. Il croyait au socialisme. Son ami Robert Havemann avait été emprisonné par les nazis pendant 10 ans pour ses convictions. 2 communistes allemands. Je n'étais ni opposant, ni un dissident. Comme beaucoup d'autres jeunes communistes de mon genre, je pensais que le mur était un mal nécessaire. La RDA se vidait comme un seau percé. Des millions de gens s'en allaient. On ne pouvait pas stopper l'hémorragie, le bateau coulait. Il fallait donc bien colmater les brèches. J'étais donc du même avis que les dirigeants du parti sur cette question. En revanche, j'étais persuadé que c'était de notre faute, et non à cause de l'ennemi à l'ouest que les gens partaient, et que c'était bien nous, les idiots, les criminels et les imbéciles qui faisions fuir le peuple. Pour Walter Ulbricht, chef de l'État et du parti, et ses camarades, ces idées constituaient une menace. Le moindre opposant était un ennemi de l'État. Il fallait donc le mettre hors d'état de nuire. Ce principe fut mis en pratique jusqu'à la fin du règne du SED, le Parti socialiste unifié. En été 1965, Biermann apprend ce qu'il advient de ceux qui se prétendent pacifistes. Il n'a plus le droit de se produire. Très vite, la seule musique controversée que l'on entend en RDA vient de l'Ouest. Quand, par exemple, les Rolling Stones donnent un concert à proximité immédiate du mur en 1965. Voici, à ce sujet, l'opinion très personnelle du critique musical Walter Ulbricht. Es ist wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. Et donc on nous interdisait d'écouter les Beatles. Tout était pervers et les garçons ne pouvaient ni avoir les cheveux longs, ni porter de froc, vous savez, ces sortes de capuches. Si un des garçons avait le malheur d'avoir les cheveux longs, il se faisait arrêter dans la rue, emmener au poste et on lui faisait la coupe SED. Les enfants choyés du parti. Le barde de la FDJ, Hartmut König et ses choristes. Tout le monde devait chanter « Dis-moi de quel côté tu es », sous-entendu du côté du SED. La musique n'était pas le seul domaine que le parti voulait mettre au pas. Tous les autres domaines culturels étaient visés.
Le suicide du responsable de la planification économique, Erich Appel, servira en quelque sorte de coup d'envoi pour la mise en œuvre des réformes. Lors de l'assemblée plénière du comité central en 1965, il est en fait question de trouver des solutions pour sortir de la grave crise économique. Comme Appel n'est plus à leur disposition, un autre sujet sera à l'ordre du jour. Comme ils n'arrivaient pas à trouver de solution aux problèmes économiques, ils se sont rabattus sur les artistes. Alors on a essayé de trouver des boucs émissaires que l'on pouvait arrêter et museler. Dès que l'on portait une critique sur un nom, c'en était fait de la personne. Elle disparaissait. J'étais comme un cadavre à deux pattes, seulement je marchais encore. Et cela n'est pas arrivé qu'à moi, mais aussi à mon ami Robert Haffman et même Stefan Haim. On nous avait désignés tous les trois. On les a accusés d'avoir voulu répandre le scepticisme et le pessimisme dans la société. On leur a donc reproché d'apporter une mauvaise influence sur la jeunesse et de servir de mauvais exemples. La Stasi a donc les mains libres. Le ministre de la Stasi, Erich Mielke, prend en charge les affaires culturelles, ce qui ne laisse aucun doute sur ses intentions. Wenn hier Heim und alle solche Literaten und Künstler die Macht hätten, dann hätten wir die DDR schnell aufgefressen. Wenn wir nur einen Tag diesen Menschen die Macht in die Hände geben, dann wäre die Macht verloren. Die Genies. Statt uns herrliche Drehbücher zu schreiben. Wunderbare Romane. Also bitte sehr, Heim. Bitte sehr, alle die Künstler, die Filme drehen. Dreht solche Filme, schreibt solche Bücher, die drüben im Westen abgenommen werden und die sogar den Nobelpreis bekommen. Sind wir dagegen? Genossen, wir sehen die Sache viel kühner, als Sie überhaupt zu denken vermögen. Un hiver froid commence pour ceux qui ne respectent pas la ligne politique. Mais 3 ans plus tard, une lueur d'espoir voit le jour. Le 5 janvier 1968, le réformateur Alexander Dubček prend le pouvoir à Prague. Il réclame un socialisme à visage humain, un socialisme dans un monde libre, un socialisme qui adopte les principes démocratiques. C'était notre printemps. Nous nous sommes aperçus que les gens aimaient leur chef d'État, et ce dans un pays socialiste. C'était une chose impensable pour nous. Alors nous nous sommes dit que quelque chose d'extraordinaire se passait là-bas. Les gens étaient libres, la presse était libre, les gens lisaient ce qu'ils voulaient. Pour nous, c'était très important, car nous espérions que le changement allait aussi arriver chez nous. Es ist morgens kurz vor 4 Uhr. Unbekannte Truppen marschieren durch Reichenberg. Le printemps de Prague. Le rêve est de courte durée. En août 1968, les troupes du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie et mettent fin au socialisme à visage humain. En regardant cela, on ne pouvait qu'avoir le cœur brisé. On ne pouvait qu'être très triste. Cela a ruiné pour longtemps tout espoir de voir s'établir une autre forme de socialisme en Europe. Les grands patrons du SED ont toujours été les plus conservateurs parmi tous ceux du camp socialiste. Tel était le cas en 68. La RDA n'envoie pas de division blindée à Prague, mais des officiers de l'armée nationale du peuple participent à l'intervention. En 1939, la Tchécoslovaquie avait été occupée par les nazis. Maintenant, ce sont des jeunes socialistes qui se font complices de l'occupation. Je me suis toujours dit, mais il faut dire au gouvernement qu'il se trompe. On était tout de même un peu naïfs, c'était terrible. C'était une gifle contrevenant à tout sens moral. Meine Angst. Cela faisait 3 ans que j'étais interdit. Ma crainte était que les dirigeants de la RDA ne profitent de cette occasion favorable, dans l'ivresse de la barbarie, et finissent par se dire « Bon, maintenant on va s'occuper de ces parasites comme Haffman et Biermann, qui sont atteints de la maladie tchèque de Dubček. On va s'amuser un peu avec eux. » Ils n'allèrent pas si loin.
Désormais, les critiques envers le parti et l'État ne s'exprimaient plus que dans des lieux secrets, en particulier dans les églises, comme ici dans la commune de Braunsdorf, en Thuringe. Dans toute la RDA, cette église locale devient un point de rencontre réputé parmi les jeunes contestataires issus de toutes les couches sociales. Ce que vous voyez ici, en partant du 2e étage, collé au mur, ce sont des copies des livres d'hôtes et des visiteurs inscrits. On devait tenir un registre. L'État voulait tout contrôler. Ce qui est frappant, quand on regarde bien, c'est cette multitude de noms, de métiers. C'est de voir à quel point ils sortaient de milieux différents. C'est une multitude de professions qui est représentée ici. Tant que les critiques et les protestations des diverses couches de la population étaient confinées à ces murs, la Stasi n'intervenait pas. Dans un espace clos, elle avait la situation bien en main. C'est un réservoir d'archives où l'on trouve des hommes, des destins différents, des gens qui pouvaient tous dire, bien que cela puisse paraître un peu prétentieux, ici, nous avons su prendre le droit chemin. À la fin des années 60 est né ce courant de culture underground, où l'on a cherché des modes de vie alternatifs que l'on pouvait choisir librement. C'était presque naturel de commencer à se révolter contre les conditions dictées par l'État. On se révoltait par exemple contre les jeunesses communistes, qui pour les jeunes gens n'étaient qu'une structure pilotée par l'État. En plein air, seules les fêtes du parti sont autorisées. Et comme la Stasi rechigne à divulguer des mauvaises nouvelles à la classe dirigeante, on imagine facilement que le chef du parti et de l'État, coupé de la réalité, n'avait pas la moindre idée de l'ambiance qui régnait parmi le peuple. Un facteur de déstabilisation de premier ordre. Tel était considéré le chanteur Wolf Biermann. Certes, on l'autorise à interpréter ses chansons engagées, mais tout seul, chez lui, à la grande colère de ses nombreux fans. Puis le parti a une idée. On l'autorise à partir en tournée à l'Ouest. Als ich hörte, dass 6.500 Leute hier sein sollen oder noch mehr sind, glaube ich, jetzt drin, da kriegte ich einen Bammel. Aber irgendwie kommt es mir gar nicht so übergroß vor. Vielleicht kommt es daher, dass ich die ganzen letzten 12 Jahre immer im Zimmer gesungen habe. Kein Kommunist wird länger bedroht. Mit Maulkorb oder Berufsverb. Biermann chante sur les rapports entre l'Est et l'Ouest. Pendant sa tournée, il apprend qu'il n'a plus le droit de rentrer en RDA. Il est déchu de sa nationalité. Dans sa jeunesse, convaincu que la RDA était le meilleur État allemand, Biermann avait émigré de Hambourg à Berlin-Est. Je n'imaginais pas que cela se passait comme ça. Je n'arrivais pas à croire qu'ils étaient aussi faibles, au point de devoir se méfier, non pas de moi et de mes chansons, mais de leur propre peuple. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Ausbürgerung des Ostberliner Liedermachers Wolf Biermann ist jetzt auch in der DDR auf entschiedene Kritik gestoßen. 13 namhafte Schriftsteller solidarisierten sich heute mit Biermann und forderten in einer gemeinsamen Protesterklärung die DDR-Führung auf, die beschlossene Maßnahme zu überdenken. Les nazis avaient utilisé exactement la même méthode, celle de déchoir de sa nationalité un opposant. Ce n'était donc pas une méthode très honnête, ce n'était pas très intelligent de leur part. Mais le pire, c'est que cela ne touchait pas que Biermann, mais tous les artistes, tous les écrivains, les peintres et encore bien d'autres, enfin tous ceux qui osaient créer quelque chose qui sorte du moule socialiste. Eux aussi pouvaient être déchus de leur nationalité. Je rentrais chez moi quand mon ex-mari Klaus Schlesinger me dit « Tu sais, on a tous signé, j'ai même rajouté ton nom. » Et je me suis dit « Quelle chance !» Auparavant, on n'avait jamais vu un tel élan de solidarité vis-à-vis d'un homme frappé d'une injustice flagrante, surtout dans le climat de suspicion qui régnait à l'époque. C'était un événement politique de premier ordre. Dans mon cercle d'amis, personne n'a été arrêté.
c'est qu'il y avait des écrivains de réputation mondiale et pour cette raison, ils n'osaient pas les arrêter. Ceux qui étaient vraiment persécutés étaient de jeunes gens de Jena, des étudiants, des ouvriers, des chanteurs, des artistes inconnus. Ceux-là étaient arrêtés et battus et subissaient je ne sais quel supplice. Voici le centre d'interrogatoire de Gera. Plus de 40 jeunes de Jena y furent emprisonnés. Ils avaient tous protesté par écrit contre l'expulsion de Biermann. La révolte contre le traitement arbitraire du chanteur ne pouvait plus se contenir dans des lieux clos. Nous avions toujours profité de Biermann quand il voulait bien nous prêter sa voix. Il a exprimé des choses que nous ne pouvions pas dire avec nos propres mots. Par exemple, quand il y avait des tensions à l'école, quelqu'un se mettait à siffler doucement. Espoir, ne t'endurcis pas, ne nous laisse pas tomber dans ces temps difficiles, quand les durs d'en haut essaient de te briser. Cela suffisait déjà pour nous détendre un peu. Pour certains, l'incarcération pouvait durer jusqu'à 8 mois. La Stasi les considérait comme les ennemis de l'État et les traitait comme tels. À cette époque, Renate Elmenreich était enceinte. Il y avait ces tabourets. Avec mon gros ventre, je ne pouvais pas m'asseoir dessus. C'était terrible. Je pouvais seulement m'adosser au mur. J'avais toujours envie de bouger et de marcher. Et je devais aussi souvent aller aux toilettes, comme cela arrive quand la grossesse est avancée. Mais comme il n'y avait apparemment pas de femmes parmi le personnel de la maison, un officier devait toujours m'y accompagner. Et celui-ci n'attendait même pas devant la porte. Il entrait à l'intérieur avec moi. Et il ne se retournait pas non plus. Au contraire, il se postait devant moi et me regardait pendant que j'étais assise sur la lunette. Et pourtant, cela aurait pu être l'ultime possibilité de se retirer pour trouver un peu d'intimité, ne serait-ce que pour pleurer un peu. Aucun d'entre eux n'était pour l'abolition du socialisme, bien au contraire. Leur seul crime est d'avoir protesté publiquement contre une décision prise par le parti et le gouvernement, à savoir l'expulsion du communiste Biermann. Ce n'était pas comme ça qu'ils avaient imaginé le socialisme. Je crois que nous avons tous plus ou moins rêvé d'un socialisme un peu meilleur. Et nous pensions, mon Dieu, ce vieux parti débile a tout saboté. Il a complètement gâché le beau projet du socialisme. Le vieux parti débile faisait tout pour mettre les critiques définitivement hors d'état de nuire. Mais ils ne pouvaient pas non plus tous les déchoir de leur nationalité ou les incarcérer. Dans le quartier de Grünheide, le parti bloque l'accès à la maison numéro 48. Même les journalistes de la télévision ouest-allemande n'y ont pas accès. Je viens de vous dire que le périmètre est interdit d'accès tant pour les citoyens de la RDA que pour ceux de la RFA. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Non, ce n'est pas nécessaire. Ici habite un homme très dangereux, le célèbre professeur Robert Havmann, contestataire du régime. Depuis que Biermann est déchu de sa nationalité, il est placé en résidence surveillée. En 1943, il fut condamné à mort par les nazis pour avoir été membre du Parti communiste allemand. Cependant, il survécut à la guerre et devint un membre choyé du SED. Mais depuis le début des années 60, ses conceptions du socialisme diffèrent de celles du parti. Maintenant, la police le surveille pour l'isoler du peuple. On les méprisait. C'étaient des agents de la Stasi relativement jeunes, mobilisés de tous les coins de la RDA. Ils devaient assurer la mission, bien qu'ils ignoraient sûrement qui était Robert Havmann. Et on le voyait bien, pendant leur mission, ils n'étaient pas très sûrs d'eux. Ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'on fout ici ? 3 ans plus tard, la séquestration prend fin. Par contre, un procès est engagé contre lui pour un prétendu trafic de devises. Il avait écrit des textes publiés en RFA, ce qui déplaisait beaucoup aux dirigeants du SED.
Afin d'empêcher les interviews menées devant les caméras ouest-allemandes, la Stasi fait une nouvelle fois preuve d'imagination. Des travaux, juste devant le bâtiment du tribunal, mais le stratagème ne fonctionne pas si bien. Viele herzliche Grüße aus Stassop möchten wir Ihnen ein kleines Souvenir extra in den schwarz-rot-goldenen Farben. Machen Sie weiter so. Die Jugend ist hinter Ihnen. Robert. Dankeschön. Habermann. Ja. Ich hatte Sie freundlich gebeten, den Platz hier frei zu machen. Dabei. Ja, aber Sie werden hier, die Bauarbeiter werden hier behindert. Die Bauarbeiter bitte, dass Sie gehen. Ja. Die Bauarbeiter behindern uns aber hier. Dans la maison d'arrêt de Hohenschönhausen à Berlin-Est, l'activité bat son plein après l'expulsion de Biermann. Toute personne qui proteste en public sans être aussi connue que Havmann doit s'attendre à être arrêtée et à subir des interrogatoires. L'isolement forcé est une méthode récurrente pour mettre les détenus à bout de nerfs. Les coups contre la fenêtre peuvent contribuer à briser la solitude. Pour prendre contact avec les autres cellules, on utilisait l'alphabet. Pour la lettre A, on tapait un coup, pour le B, 2 coups, et ainsi de suite. C'était un moyen de prendre contact, bien que ce moyen ait été souvent maîtrisé par la Stasi. Parfois, elle employait des mouchards qu'elle plaçait dans les cellules, mais on arrivait quand même à établir des contacts rapides et authentiques, ce qui était très important pour tenir le coup. Jürgen Fuchs restera 9 mois en prison. On l'interroge en permanence. Puis on propose à l'écrivain, décédé au printemps 1999, de partir vers l'ouest. Un grand nombre de dissidents connaît le même destin. L'arrestation d'un jeune homme comme moi, qui écrivait et qui était un peu connu et voulait publier des textes à l'Ouest, qui plus est, un artiste ami ou disons encouragé par Kunze, Biermann, Havmann, qui correspondait avec Kurnert et Christa Wolf, qui avait des lectures en public, c'était le signal décisif pour nous dire « Ne faites pas un pas de plus, petit trou du cul, c'en est fini pour vous ». Ainsi, d'autres ont été arrêtés, peu importe s'ils avaient déjà publié des écrits, quels amis ils fréquentaient, le couperet était tombé. Il ne reste plus qu'à choisir entre la détention et l'exil. Beaucoup d'entre eux choisissent de partir à l'ouest. Le parti n'a rien contre, à une seule condition, c'est de ne pas faire de bruit, car il ne fallait pas écorner la reconnaissance internationale de la RDA. Les procédures pénales dérangeaient les dirigeants du SED. C'est pourquoi on cherchait toujours d'autres possibilités pour régler les problèmes. En 1982, à Wittenberg, une épée est refondue et transformée en soc de charrue. L'installation de missiles nucléaires en Europe centrale a donné naissance à un mouvement pacifiste, y compris en RDA. Le slogan « Construire la paix sans armement » ne plaît pas du tout aux dirigeants du parti. Le slogan du parti est « Construire la paix sans les armes de l'OTAN ». On interdit également de montrer le symbole de l'organisation pacifiste, les épées pour les socs de charrue. Mais la Stasi ne parvient pas à empêcher l'organisation de petits rassemblements. En règle générale, les regroupements pacifistes ont lieu à l'intérieur des églises, comme ici dans la commune du prêtre Rainer Eppelmann, qui organise régulièrement ce qu'on appelait des messes de blues. Pazifismus ist friedensgefährdend. Das stand in der Zeitung. Sagten die, die uns Angst machen, weil sie Angst vor uns haben. En collaboration avec Eppelmann, Robert Havmann fonde l'Appel de Berlin, un appel pour le désarmement réciproque des deux superpuissances. Il est publié à l'Ouest. Le prêtre et les athées sont le fer de lance de la contre-révolution, estime le parti. Eppelmann est arrêté. Havmann est gravement malade à ce moment-là. Son ami Biermann est autorisé à rentrer au pays pour lui rendre visite une dernière fois. Wir sind ja keine Pazifisten in dem alten Sinne dieses Wortes. Keine Leute, die sich in ihre Datsche zurückziehen, um da ein friedliches Maikäferleben zu führen. Wir wollen ja den Krieg wirklich an der Wurzel packen und verhindern. Seine Ursachen beseitigen. Das ist notwendig, nachdem es diese Atomwaffen gibt. Simon, da weiß ich noch wie heute, hast du ein Lied geschrieben, Soldat, Soldat, in grauer Norm. Soldat, Soldat, in grauer Norm.
Soldat, Soldat in Uniform. Au début des années 80, la Pologne socialiste, pays frère de la RDA, envoie des signaux importants à tous les groupes d'opposition. Lech Walesa et ses partisans fondent un syndicat indépendant. Le chemin vers la démocratie semble possible. Roland Jan fait partie des mouvements pacifistes de Jena. Il se fait connaître à travers de nombreuses actions. Il parcourt, par exemple, la ville à bicyclette munie d'un drapeau de Solidarność. Dans la ville universitaire de Jena, les groupes d'opposants sont particulièrement actifs. Au sein des cercles de Jena, on trouve aussi Matthias Domaschke. Il meurt dans d'étranges conditions dans les prisons de la Stasi. D'après elle, il se serait pendu à l'aide de ce conduit de chauffage. Mais ses amis n'en croient pas un mot. L'événement le plus marquant de l'époque de la RDA a été pour moi la mort de mon ami Matthias Domaschke. Je me suis alors rendu compte que ce n'était plus un jeu. Il ne se contentait pas de t'arrêter pour te relâcher peu de temps après. Aucun de ses amis n'a cru à la thèse du suicide, même pas au début. Je ne doutais pas non plus que la Stasi ait été capable de détruire le moral des gens les plus optimistes, au point de leur faire perdre le goût de la vie. Ils étaient capables de tout. La mort de Matthias Domaschke indigne l'opposition. Des manifestations s'organisent à Jena. Roland Jan et ses amis font passer des photos à l'ouest. Sur les chaînes ouest-allemandes, ARD et CDF, les citoyens est-allemands peuvent voir ce qui se passe à Jena. L'ouest montre aussi ces images, ce qui irrite la Stasi. L'opposition profite des médias ouest-allemands de façon ciblée. Roland Jan faisait partie de ceux qui voulaient contribuer à changer la vie sociale en RDA, autrement dit, de la supprimer. On m'a dit des choses comme « tu es un vrai poison et le poison, il faut le placer dans une armoire et la verrouiller ». J'ai alors compris que la coupe était pleine et un jour, ils sont venus me chercher. Jan est expulsé vers la République fédérale, menottes aux poignets. Des manifestations s'organisent dans les rues, y compris dans la capitale de la RDA. Les forces de sécurité se rendent immédiatement sur les lieux de contestation, comme ici devant l'ambassade des États-Unis en 1983. On procède à des arrestations et on expulse certains récidivistes connus vers l'ouest. Les groupes d'opposants n'ont aucune chance. Le mur est toujours là, solide et infranchissable. S'il ne parvient pas à réconcilier les citoyens avec l'État, il conforte au moins le pouvoir du parti. Malgré le danger de mort qu'ils encourent, des hommes essaient toujours de le franchir. Ich wusste ganz noch, wenn ich jetzt aufs Boot zurückgehe, ist aus, denn... Und dann hat der eine meine Hand genommen und hat gesagt, jetzt kannst du sowieso nicht mehr schießen, die Hand ist schon im Westen und hat mich dann rausgezogen. Wir dachten, ihr schießt auf uns. Mais il y a aussi la possibilité de quitter la RDA par des moyens légaux. Il y a par exemple le regroupement familial, mais ce n'est pas non plus sans risque. Kriemhild et Uwe Schulz avaient déposé une demande de visa. Ils voulaient passer à l'ouest pour s'occuper de leur grand-mère malade. Mais au lieu d'aller à l'ouest, ils atterrissent en prison pour cause de complot contre l'État. Mais ils disposent tout de même d'un autre recours, le rachat des prisonniers. Les deux États allemands avaient conclu un accord permettant à la RFA de récupérer des prisonniers politiques en échange d'une rançon. Mais cela à condition que la presse n'en parle pas, la RDA ne voulant pas être soupçonnée de trafic humain. J'ai appris plus tard, grâce à mes co-détenus, que l'on pouvait racheter sa liberté. Beaucoup d'entre eux étaient bien informés à ce sujet. Mais je m'étais dit, comment veux-tu y parvenir? Tu ne sais pas comment ce système fonctionne. Comment peux-tu y arriver? Wie sollst du dorthin kommen? Du weißt darüber nichts und dann kannst du auch da nicht hinkommen. Et pourtant, elle trouve le moyen. En règle générale, il faut passer par le cabinet de l'avocat Wolfgang Vogel, à Berlin-Est. C'est l'intermédiaire qui s'occupe de l'affaire lucrative du rachat des détenus. La RDA, dont les comptes sont toujours à sec, a besoin de devises. Alors pourquoi ne pas vendre à l'ouest des détenus qui, de toute façon, entendent coûte que coûte fuir le socialisme réel?
Avec le temps, 34 000 cas sont enregistrés. Et la note est salée. À l'origine, si je me souviens bien, on avait négocié environ 20 000 euros par personne. Ensuite, on a engagé une vraie partie de poker à coût de marchandage. On est monté à 40 000 euros. Un académicien coûtait plus cher qu'un ouvrier non qualifié. À vrai dire, ce type d'enchère nous a littéralement dégoûtés. Et c'est Herbert Wehner qui avait dit à l'époque « Il faut demander le même prix pour tout le monde. Nous ne faisons pas un commerce de fruits et légumes. » On se met d'accord pour fixer la somme de 45 000 euros par détenu, ce qui revient au total à une rentrée de 1 700 000 000 d'euros pour la RDA. Wolfgang Vogel, le messager à la Mercedes en or, a permis à 250 000 candidats au voyage de passer à l'Ouest par le biais du regroupement familial et sans demande de prime. Plus les détenus étaient rachetés, plus les demandes étaient nombreuses. Ceux qui étaient restés en RDA ont redoublé d'efforts et ils se sont encore plus acharnés, car ils savaient qu'en se faisant arrêter, ils avaient une chance. Alors, tu suis la même voie que ton voisin a emprunté. Les langues se déliaient quand même à l'époque, mais dans des lieux clos, pas publiquement. On espérait toujours recevoir une aide de l'Ouest. Avec le rachat de détenus et ceux qui quittaient le pays par des voies légales, c'est-à-dire les émigrants normaux, la masse des gens en désaccord avec la politique du régime est-allemand gonflait de plus en plus. Juin 1987. De l'autre côté du mur, à l'ouest, on donne un concert de rock. La foule qui se rassemble à l'est veut juste écouter la musique. Mais les rassemblements en plein air restent interdits. La police et la Stasi font tout pour transformer ce rassemblement inoffensif en manifestation politique. Les rassemblements sont uniquement autorisés quand tout le monde marche au pas, comme à l'occasion de la manifestation annuelle de Rosa Luxembourg, avec les partis et les dirigeants de l'État. En 1988, quelques opposants entendent rendre hommage à la révolutionnaire allemande à leur façon. Sur leur bannière est inscrite la célèbre phrase de Rosa Luxembourg « La liberté, c'est toujours celle de ceux qui pensent autrement ». Mais la Stasi veille à ce que les photographes et les caméramens venus de l'Ouest ne voient pas ces bannières. Pour les hauts représentants de l'Église, comme Manfred Stolpe, les temps sont durs. Ils mettent leur lieu de prière à disposition des réfractaires au régime. Mais celui qui va trop loin et ose aller contester dans la rue est incité à partir pour l'Ouest. L'Église a peur pour l'accord fragile qu'elle a passé avec le parti. Ralf Hirsch est l'un de ces dissidents connus. Il entretient de très bons contacts avec la presse occidentale qui l'utilise de façon ciblée pour soutenir les actions de l'opposition. Pour la Stasi, il est très dangereux. D'après le dossier 38IM que l'on avait établi à mon sujet et qui contenait des informations relevées au cours des années 86, 87 et 88, on m'a carrément mis le couteau sous la gorge. Je devais choisir entre 10 ans d'emprisonnement ou l'exil. Et comme je n'avais pas le choix, j'ai donc opté pour l'exil. La bibliothèque environnementale dans la cour du Centre culturel sioniste de Berlin. Vers la fin des années 80, un point de rencontre important des défenseurs des droits civiques. Ils réclament tous un socialisme différent de celui qui a été imposé par le SED. Mais de plus en plus, on rencontre des candidats apolitiques au départ, des citoyens ordinaires qui veulent non pas changer l'État, mais tout bonnement le quitter. Ils se rendaient compte que plus ils montraient leur opposition au régime, plus leur chance serait grande d'être expulsés vers l'Ouest.
Le 25 novembre 1987, la Stasi décide de faire ce qui lui semble le plus approprié. Elle infiltre tout le réseau afin de le faire imploser. En l'espace de 10 secondes, ils ont fait irruption dans tous les locaux et crié « Les mains en l'air, alignez-vous contre le mur ». C'était des ordres assez brutaux. Déjà, à la fin des années 80, l'intrusion dans un presbytère était considérée comme une mesure assez exceptionnelle. C'était en quelque sorte un retour aux années 50. 5 membres connus de la bibliothèque environnementale sont arrêtés et emmenés pour interrogatoire. Le matériel compromettant que la brigade pensait saisir demeure introuvable. Des critiques internes à la Stasi commencent ainsi à s'élever. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas été témoin, mais il est clair qu'il y a eu des conflits. De tels événements avaient toujours été pris au sérieux et faisaient souvent l'objet de nombreuses critiques. Et les critiques n'étaient pas non plus toujours justifiées. À l'extérieur, l'intrusion dans le presbytère fait l'effet d'un coup de tonnerre. Des jeunes gens se postent devant l'église en guise de protestation pour réclamer la libération des prisonniers. Des photographes occidentaux et des caméramens se rendent sur les lieux. Les citoyens est-allemands sont informés de l'événement par le biais de la télévision ouest-allemande et les protestations s'élèvent. Malgré les efforts de la Stasi, il n'y a plus moyen de camoufler l'action. Une semaine plus tard, on relâche les 5 personnes arrêtées sur l'ordre personnel du secrétaire général. Dans cette affaire, c'est Erich Honecker qui a donné l'ordre à Erich Mielke de relâcher les gens. Car Mielke était certainement d'un avis différent et les aurait volontiers laissés croupir en prison. Le mur est toujours en mesure de retenir les tentatives illégales de sortie du territoire, mais pas le développement de la contestation à l'intérieur du pays. En été 1989, la spirale des événements s'accélère. Protestations, interventions policières et arrestations se poursuivent à un rythme infernal. Et les discours des opposants deviennent de plus en plus clairs. Heute die Hoffnung der Menschen im Polizeieinsatz ersticken will, der ist nicht mehr als Sozialist zu verstehen, sondern der ist ein Konterrevolutionär. Er betreibt eine reaktionäre Gewaltpolitik. Les porte-paroles des dissidents sont convaincus du bien fondé du socialisme. C'est pourquoi ils affrontent le SED. La peintre Berbal Bolai est l'une des représentantes les plus influentes de l'opposition. En 1988, elle se réfugie en Angleterre afin d'échapper à une incarcération. Maintenant, elle est revenue. Elle incite les dissidents à s'organiser à l'extérieur de l'église. Elle fonde le Nouveau Forum avec des nouveaux amis. Mon opinion selon laquelle l'opposition n'est pas le monopole de l'Église est due en grande partie à mon expérience de l'étranger. Soit on prend le courage de sortir de l'Église, soit on laisse tout tomber. Si l'on se cantonnait à des sit-ins dans les églises, derrière des portes closes, avec de temps en temps des défilés pacifistes dans une zone piétonne, cela ne suffirait pas. L'église Saint-Nicolas de Leipzig, début septembre 1989. On récite les prières du lundi pour la paix, la liberté, un monde meilleur et un socialisme différent. À la sortie, veillent les groupes d'arrestation de la Stasi. Dans les rues latérales, la police est-allemande du peuple se tient prête. Les premières banderoles sont déployées. Nous resterons ici, disent les uns. Nous voulons partir, disent les autres. Et enfin, la Stasi dehors. L'automne 1989 s'annonce chaud. Quelques jours plus tard, Berlin-Alexanderplatz. Sous l'œil des caméras omniprésentes, la Stasi et la police écartent les manifestants qui protestent contre la fraude électorale des dernières municipales. Ce qui se passait au sein de l'opposition était en grande partie connu. Il n'y avait plus de secret étant donné que ces milieux étaient largement infiltrés par des collaborateurs non officiels de la Stasi. durch inoffizielle Mitarbeiter sehr gut verankert war.
La presse occidentale est invitée le 7 octobre à l'anniversaire de la naissance de la RDA. Les journalistes s'intéressent surtout aux mouvements d'opposition qui se livrent le plus souvent à des protestations silencieuses. Le périmètre des églises est tabou pour la police. Alors, ils se placent déjà à l'extérieur. Les festivités de la cérémonie annuelle ont commencé. Une gerbe est déposée à la Nouvelle Garde, postée à Unter den Linden, en mémoire aux victimes du militarisme et du fascisme. L'armée nationale du peuple défile au pas de loi datant de l'époque prussienne contre le déclin du pouvoir des ouvriers et des paysans. Tandis que les dirigeants de l'État et du parti célèbrent l'anniversaire en compagnie de leurs hôtes, le jour suivant, une manifestation se forme à Alexanderplatz. Des milliers de manifestants parcourent les rues de la capitale en criant « Nous resterons ici ». Le désir de rester dans leur pays proclamé haut et fort par la foule ne plaît pas du tout aux forces de l'ordre. Elles décident d'intervenir. Cette nuit-là, Berlin-Est ressemble à un camp militaire. Quelques semaines plus tard, le SED abandonne la partie. Les dissidents ne sont pas parvenus à renverser le régime. Ils ont toujours été trop faibles pour le faire. Mais ils sont tout de même parvenus à provoquer la capitulation du parti face au peuple. Thank you.